Aujourd'hui, nous remontons jusqu'à l'automne et l'hiver 1976. Je sais, je suis vieux. Il est vrai que c'est une vieille histoire, mais je vous promets qu'elle va vous plaire. L'été 1976, je décidai comme un idiot de partir vivre en Californie. C'était une aventure pleine de bonnes intentions, je vous assure, mais un échec dans tous les aspects inimaginables. Moins d'un an plus tard, après mon arrivée, je retournerai vivre en Arkansas, sûrement pour me sentir chez moi, mais peut-être aussi à cause du colocataire que j'avais à Sacramento. J'étais un peu en retard sur les mouvements hippies, trop jeune pour l'été de l'amour ou les manifestations du Vietnam, mais c'était terrible de voir ce que la guerre avait fait à mon oncle. J'étais jeune, très jeune lorsqu'il est revenu, mais je me rappelle comme il avait changé, comme si un petit morceau de lui s'était perdu quelque part là-bas. Alors, c'est seulement au milieu des années 70 que j'ai eu l'envie pressante de déménager à San Francisco. Mon vieux me raconta qu'il me donnerait $100 et de l'argent pour le bus si je finissais le lycée et obtenais mon diplôme. Alors c'est ce que j'ai fait. Et le même été, je suis partie pour San Francisco dans un bus Greyhound. Mais je ne suis pas tout à fait arrivée. Je me suis arrêtée rendre visite à un gars avec qui j'avais l'habitude de camper à Sacramento. Et puis, j'y suis restée. Ses parents m'ont proposé de rester dans leur chambre d'amis jusqu'à ce que j'aie suffisamment d'argent pour continuer ma route. Mais j'avais l'impression d'être une bombe à retardement là-bas. Alors, après avoir mis de côté mes 2 premiers salaires, j'ai décidé de faire une colocation avec 2 inconnus. Je suis allée rencontrer le propriétaire à la maison en question, il m'a fait visiter et m'a montré ma chambre. La maison était vraiment sympa. 3 chambres, 2 salles de bain et tous les équipements de rez-de-chaussée que je pouvais imaginer. Cuisine, buanderie, salon, garage, et le prix était relativement bas pour un si bel endroit. Les 2 gars qui y vivaient étaient au travail à ce moment-là, alors je n'ai pas pu les rencontrer en avance. Et bien sûr, je n'avais pas le droit de fouiner dans leur chambre, alors je n'avais aucune idée de leur personnalité. Mais cela allait très vite changer. J'emménageai dans la chambre libre 1 semaine plus tard et rencontrai mes 2 colocataires. L'un s'appelait Richard, l'autre Brad. Richard semblait un peu bizarre et négligé, mais semblait rester de son côté, alors que Brad était bien plus aimable et sociable. Le truc, c'était que Brad devait déménager à un moment dans les semaines qui suivaient, et il voulait me donner des infos sur Richard avant de partir. En gros, il me demanda si j'avais vraiment besoin de cette chambre, et je lui répondis que oui, vraiment. C'était ça ou être à la rue. C'est à ce moment-là qu'il me raconta que Richard pouvait être sympa quand il le voulait, mais qu'il lui manquait sans aucun doute quelques cases. Je lui demandai ce qu'il entendait par là, et il me répondit seulement « Tu verras, mais continue de chercher un autre appartement. » Zebby a généralement de bonnes annonces. Au début, je pensais que je m'étais immiscée dans une rivalité ou une politique amère entre colocataires, et je ne voulais rien avoir à faire là-dedans. Je n'allais pas choisir un camp 5 minutes après mon arrivée, alors j'ai décidé d'agir avec diplomatie. Mais Brad avait raison. Richard était vraiment étrange, et pas dans un côté hippie sympa. Il ne faisait pas qu'agiter son drapeau de fou. Il était le drapeau de fou à lui tout seul. La première fois que je l'ai remarqué, c'est lorsque je suis rentrée dans la cuisine et que Richard était assis à la table, en train de lire le journal avec une orange posée au sommet de son crâne. Je lui demandai ce qu'il faisait, et il répondit quelque chose comme « J'absorbe de la vitamine C ». Je rigolais en pensant qu'il faisait juste l'idiot, mais quand je me retournai vers lui impassible, je me rendis compte qu'il était totalement sérieux. Je commençai à lui expliquer que l'alimentation ne fonctionnait pas comme ça, et il me demanda de ne pas lui faire de leçons sur ce qu'il se passait dans son corps, parce que c'était son corps et qu'il savait mieux que moi quoi faire. Naturellement, je lui répondis genre « Ok mec, comme tu veux », en essayant d'être le moins agressif possible. Mais à la seconde où je vis Brad, je reconnus qu'il avait raison. Richard était fou, mais je ne savais pas à quel point, et j'allais vite le découvrir. Le comportement de Richard était curieusement étrange, jusqu'à ce que Brad déménage. Ce n'était rien de très effrayant, simplement des choses qui me faisaient rouler les yeux ou secouer la tête. Comme le jour où, alors qu'on dînait devant la télévision, Richard s'était levé en regardant dans le vide pendant un moment, avant de vérifier son pouls et de dire « Mon cœur vient d'arrêter de battre ». Brad semblait s'être habitué à son comportement, parce qu'il fit semblant de s'inquiéter avant de lui suggérer d'aller faire une sieste, ce qu'il fit. Il finit son dîner tel un enfant hypocondriaque et partit faire une sieste pour soulager son cœur mort, je sais pas. Comme je l'ai dit, ça ne me faisait pas peur, c'était juste ennuyant. Tout le côté effrayant n'arriva qu'après le départ de Brad. En fait, je crois que Brad était la seule chose qui contrôlait le comportement de Richard.
Parce que le jour où Brad est parti, Richard est devenu terrible. Comme je l'ai dit, je travaillais à mi-temps à Sacramento, 5 heures par jour et 4 heures par semaine à l'épicerie du coin. Un jour, en revenant du boulot, je trouvais Richard debout devant le lavabo de la salle de bain, regardant un bout de miroir cassé qu'il avait posé contre le comptoir pour se raser la tête avec un rasoir. Je me rappelle lui avoir demandé « Nouvelle coupe, mon pote ?» Et il avait répondu « Non, c'est mon crâne. Je crois qu'il est fracturé. » Faudrait peut-être aller à l'hôpital, il paraît que ça peut être grave. J'avais carrément adopté l'approche de Brad à ce moment-là. Gentiment reconnaître, puis se retirer. Mais Richard me répondit que non. Seulement son crâne était fracturé, mais qu'il pouvait aussi sentir quelque chose bouger sous sa peau. Non, je ne suis pas docteur, mais j'étais sûre à 99% que c'était impossible. En y jetant un œil, je ne vis ni bleu, ni sang, ni rien du tout. C'était juste une autre de ces crises d'hypocondrie. Un jour, pendant qu'on dînait, Richard me complimenta sur mon jus de viande. C'était comme un double compliment parce que c'était aussi la recette secrète de ma mère. Il s'avéra que Brad avait raison. Richard pouvait être gentil quand il le voulait. Mais il ruina ensuite le moment en disant quelque chose comme « Ouais, tu cuisines super bien mieux que ma mère. Elle essayait toujours de m'empoisonner. » Encore une fois, comme avec le coup de l'orange, je croyais qu'il rigolait. Alors j'ai ri, mais comme avec le coup de l'orange, il m'avait fixé, impassible, et j'ai compris que ce n'était pas une blague. Mais cette fois, il sembla réellement vexé que je ne l'ai pas prise au sérieux. Et c'est la première fois que je vis le côté méchant de Richard ressortir. Il me fixa, en tenant ses couverts si fort que ses poings tremblaient. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il se jetterait brusquement sur moi. Mais au lieu de ça, il a pris son assiette, l'a nettoyée, puis a marché jusqu'à sa chambre. Quelques heures plus tard, il s'est excusé d'avoir été aussi impoli. Je lui pardonnai et ainsi le cycle recommença. Il agissait comme quelqu'un de normal, puis des comportements étranges me faisaient reconsidérer la suggestion de Brad de continuer de chercher un nouvel appartement. Mais tant que je ne travaillais pas plus au boulot, partir n'était pas une option pour moi. Si vous vous rappelez bien, j'ai emménagé en automne, et le comportement de Richard était tout au pire drôlement bizarre pendant la plupart de mon séjour. Mais plus on s'approchait de Noël, plus il semblait s'enfoncer dans une spirale infernale. Et il s'avéra qu'il ne s'en remettrait jamais totalement. Et notre consommation de drogue douce ne fit qu'aggraver les choses. Comme je l'ai dit, j'étais un hippie en retard. Alors, quand Richard me proposa de choper de l'herbe et du LSD, je me suis simplement dit « stylé !» Vous voyez ? Je me suis pas dit que ça pouvait être une très mauvaise idée compte tenu de ses problèmes psychologiques. Je me suis même dit que la drogue pourrait peut-être l'aider. Mais je n'aurais pas pu être plus naïf que ça. Donc, je pensais qu'un trip ou deux pourrait aider Richard, le faire relativiser un petit peu. Mais la drogue alluma une sorte de feu en lui. Il n'en prenait pas de temps en temps, comme mes amis et moi le faisions à Little Rock. Il en prenait régulièrement. Il tripa tous les soirs pendant une semaine, jusqu'à ce que je doive cacher le petit compte-gouttes d'acide que je nous avais acheté. Quand il s'en remit enfin, il était dans un sale état. Un jour après avoir dégrisé, je l'entendis descendre pour déjeuner et l'aperçus nu comme un verre. Évidemment, je hurlai « Richard, mais habille-toi, nom de Dieu !» Ce à quoi il répondit simplement « Pourquoi ?» Attrapa des céréales qu'il versa dans un bol, puis s'assit pour manger. J'étais de plus en plus mal à l'aise, et je ne pouvais pas me résoudre à manger devant un homme nu comme ça. Alors je me levai et partis. Grosse erreur. Je ne m'occupais pas vraiment de cette histoire de nudité. Alors il le prit comme un laissez-passer. Et mon colocataire commença alors de plus en plus souvent à se balader dans la maison totalement nu, et, de manière exaspérante, perché sur sa bouteille de Jack Daniels. La plupart des gens à qui j'ai raconté cette histoire disent qu'il serait parti au moment même où le truc de nudité aurait commencé. Mais qu'est-ce que je peux dire ? C'était les années 70. Moi aussi, j'étais un mec un peu bizarre. Alors, si je ne pouvais pas gérer un gars bizarre de Sacramento, comment est-ce que j'aurais pu supporter de me frotter aux hippies de San Francisco une fois là-bas ? Non. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le jour où je rentrais pour le trouver en train de faire des cocktails. Donc, comme je le disais,
Je rentrais un jour à la maison et j'entendais le blender ronronner dans la cuisine. J'attendais qu'il s'arrête pour l'interpeller alors que j'entrais dans le salon. Il fallait passer par là pour entrer dans la cuisine. Puis lui demander ce qu'il faisait. Ce à quoi il répondit seulement « des cocktails », avec ce ton plat et étouffé qui indiquait qu'il était saoul. Mais en entrant dans la cuisine, je sentis une forte odeur de whisky mélangée à quelque chose d'autre. En suivant ce qu'il avait fait, Richard avait de toute évidence essayé de nettoyer son bazar, ce qui ne lui ressemblait pas. Mais il n'avait pas été tout à fait minutieux, puisque sur le plan de travail blanc uni, je pouvais distinguer des traces d'un liquide rouge épais. Je m'en approchai, passai mon doigt sur l'une des traces et distinguai une texture clairement collante en la faisant glisser entre mes doigts. « Richard ?» dis-je. « Est-ce que c'est du sang ?»« Non, » répondit-il. Je ressentis soudain le besoin de soulever le couvercle de la poubelle, mais je me sentis en même temps terrorisée. Peu importe à quoi ou à qui ce sang appartenait, il y avait forcément des restes dans la poubelle. En fait, en voyant une petite empreinte digitale ensanglantée sur le couvercle de la poubelle, j'étais sûre que j'allais y trouver les restes. Puis, bien sûr, j'ouvris la poubelle pour y trouver un sac en papier ensanglanté, dont une queue de raton laveur rayé ressortait clairement. Pendant la dispute qui suivit, lorsque je lui demandai ce qu'il foutait, il essaya de m'adoucir avec une excuse que je n'oublierai jamais. Il stoppa brièvement le ronronnement du blender et dit « C'est pour empêcher mon cœur de rétrécir ». Puis il continua à broyer son mélange brunâtre de soda, de glace et de ce que je supposais être de la viande de raton laveur. Ce fou furieux pensait avoir une rare pathologie. Il croyait que son cœur était en train de dépérir et que le remède était de mixer de la viande organique d'animaux capturés avec du Jack Daniel et bien sûr du Coca-Cola. Comme je l'ai dit, c'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Et à ce moment-là, un autre gars avait emménagé avec nous. On discuta de poser un genre d'ultimatum à Richard, se ressaisir ou partir. Mais puisque sa folie avait atteint le stade d'abattre des animaux et de les manger crus, on décida que la meilleure chose à faire était de partir d'ici. J'appelai mon vieux pote de camping ce soir-là et le suppliai de me laisser revenir dans la chambre d'amis de ses parents. Je continuai à travailler au Safeway pendant un moment, fis quelques heures de plus, et puisque je ne payais pas de loyer dans la chambre d'amis, il était bien plus simple de mettre de côté pour pouvoir payer le bus. Je n'entendis plus jamais parler de Richard, et lorsque je quittai finalement San Francisco en janvier 1977, je n'y repensais même plus. À peine plus de 2 ans plus tard, en mars 1979, je suis de retour chez mes parents à Little Rock. Je me suis repris en main et je travaille dans une autre épicerie avec l'intention de m'inscrire à l'université. Je me levais parfois très tôt et allais à l'épicerie vers 6h30 pour aider le propriétaire à préparer l'ouverture, notamment en déballant et en rangeant les journaux près du petit comptoir à l'entrée. J'avais l'habitude de prendre mon temps pour le faire, en buvant mon café pendant que je feuilletais les pages sportives, très loin des yeux indiscrets du propriétaire qui comptait l'argent ou quelque chose du genre dans son bureau. Mais un matin, j'aperçus un gros titre dans le National Enquirer, je crois, qui disait quelque chose comme « Date du procès du tueur cannibale fixée ». Bien sûr, ce n'était pas le genre de gros titre qu'on lisait tous les jours. Alors, je commençai à lire l'article pour avoir plus de détails. Et devinez quel nom je vis après quelques lignes seulement. Bingo, celui de mon ancien colocataire fou furieux, Richard Chase. Il y avait même une petite photo de lui dans la marge, et aucun doute, c'était bien lui. Le gars avec qui j'avais vécu 5 mois entiers. Ce ne sont que des souvenirs, alors vous devriez regarder sur internet pour avoir plus de détails. Mais voilà ce dont je me souviens. Après avoir quitté la maison dans laquelle je vivais avec Richard, son état ne fit qu'empirer tout au long de l'année, jusqu'à ce que finalement, en hiver 1977, il commit son premier meurtre en tuant un gars au hasard dans la rue. Quelques semaines plus tard, il tenta une violation de domicile, mais comme la famille n'était pas chez elle, il ne put faire de mal à personne. Alors il décida d'attendre. Mais lorsqu'ils rentrèrent enfin, il eut les jetons et partit en courant. La famille arriva alors chez elle et découvrit que Richard était entré dans la chambre de leur bébé avant d'aller dans la salle de bain avec les affaires de l'enfant. Il était complètement dérangé. Peu après, il tenta une autre violation de domicile, et cette fois, tua une femme enceinte. Mais voilà la partie vraiment perturbante.
avant de faire l'amour à son corps, j'ai lu qu'il avait aussi mis des excréments de chien dans la bouche de la pauvre fille. On se demande ce qu'il se passe dans la tête d'un homme pour faire quelque chose d'aussi dément que ça. Je continuais de suivre l'affaire pendant un moment, et j'étais content d'apprendre qu'il avait été condamné à mort pour les choses qu'il avait faites. Mais il se suicida avant d'être emmené dans la chambre à gaz. Je pense qu'il voulait partir selon ses propres conditions. La seule chose qui me dérange est que certaines personnes disent qu'il n'était pas fou, qu'il savait ce qu'il faisait quand il tuait ses femmes et leur faisait ces choses atroces. Je ne dis pas qu'il ne méritait pas de mourir. Pas du tout. Mince, j'aurais même fait tomber la chaise en 1 minute si j'en avais eu la chance. Mais ce qui est vraiment fou, c'est de dire qu'il ne l'était pas. Vous comprenez ? J'ai habité avec cet homme. J'ai mangé avec lui. J'ai plané avec lui. Je connais Richard Chase. Et il avait perdu les pédales bien avant de commencer à tuer. Il a toujours été complètement dément, tout le temps que j'ai passé avec lui. Et bien que ce qu'il a fait soit tragique, je n'étais pas totalement étonnée. Je me sens chanceux d'être parti. Si j'étais resté 1 année de plus, c'est peut-être sur moi qu'il aurait tiré au bord de la route. Mais le truc sur lequel je bloque vraiment n'était pas le syndrome du survivant ou peu importe comment les gens appellent ça. Mais c'est de me demander comment il est possible de devenir si mauvais. J'ai habité avec le plus gros idiot sur Terre. Hector était un gars d'1m80 afro-latino qui venait du New Jersey et qui avait 2 façons d'être très distinctes. Soit c'était une tornade de colère, soit il rigolait frénétiquement. Il n'y avait pas souvent d'entre-deux. Quand vous le trouviez dans son humeur rieuse, il était tolérable, mais il était totalement insupportable quand il était dans une de ses humeurs coléreuses. C'était un roadie pour un genre de groupe post-hardcore qui faisait beaucoup de tournées sur la côte Est, ce qui était l'un des rares avantages à être son colocataire. Il passait des semaines hors de l'appartement, mais continuait à payer le loyer. Mais dès qu'il était là... Eh bien, voilà un exemple. On est en juillet à East Harlem. Les fenêtres sont ouvertes, de la musique latine provient d'autres fenêtres ouvertes, et je sirote une limonade de pêche du sud, genre « La vie est belle ». Puis d'un coup, Hector émerge dans l'appartement recouvert de poussière de briques en disant « J'ai besoin de briques, mec, t'as des briques ?» J'étais juste un coursier Uber en attendant de le faire décoller ma carrière de comédien. Alors non, je n'avais pas de briques. Et même si ça avait été le cas, je ne les aurais pas partagées avec Hector. Alors, soudainement, il a sorti « Il y a des briques sur le toit ». Et alors qu'il sort rapidement de l'appartement et se dirige vers la cage d'escalier de l'immeuble, j'entends des gamins hurler en bas de la fenêtre. Alors je me penche pour voir le groupe de gamins, genre que des gamins de 11 ans criaient des trucs espagnols devant notre immeuble, et ils me voient et commencent à me faire des doigts d'honneur et autres avant de se disperser dans tous les sens. Puis boum, une brique atterrit pile à l'endroit où ils étaient avant de se disperser. Vous voyez, c'est le genre de gars qu'était Hector. Il pouvait sortir s'acheter un paquet de chips et se retrouver dans une bataille de briques avec des gamins portoricains sur le chemin du retour. Pas une seule fois dans ma vie je ne me suis battue avec un préadolescent, encore moins avec des projectiles. Mais avec Hector, ça arrivait tous les jours. Alors arriva ce mois d'octobre. Hector sort avec l'un de ses groupes pour une tournée d'Halloween et me dit qu'il ne reviendra pas avant la 2e semaine de novembre, ce qui signifiait que je devais payer la moitié du loyer jusque-là. Ce que je ne pouvais pas faire sans emprunter de l'argent à quelqu'un. Cela causa alors une grosse dispute. Et pour la première fois depuis mon emménagement, je crus qu'Hector allait me frapper. Et il était le genre de gars qu'il était. Je savais que si on arrivait à la violence, il ne me frapperait pas qu'une seule fois. Alors, lorsqu'il partit enfin en tournée, l'atmosphère dans l'appartement n'était pas juste au plus bas. Mais j'avais aussi honnêtement peur pour ma sécurité physique. Il partit, et je cherchais un nouvel appartement. Et la vie n'était plus aussi belle qu'avant. Alors, quelques nuits plus tard, la nuit avant Halloween en fait, je suis assise dans la petite cuisine, en train de manger un sandwich et de chercher un autre appartement, lorsque quelqu'un sonne à l'appartement. Alors, je vais voir qui c'est. C'était à l'époque des interphones. Ils étaient pourris et fonctionnaient 1 fois sur 2. Alors, lorsque j'entendis un gars avec un accent dire quelque chose comme « Je dois aller à l'appartement numéro 3, mais l'interphone ne fonctionne pas », j'ouvrais simplement la porte au gars sans réfléchir. New York est une ville construite autour des repas à emporter et de la nourriture vendue dans la rue. Alors je ne me suis pas vraiment méfiée d'un livreur. Mais j'aurais dû, et cela a failli me coûter la vie. Ces gars ont défoncé notre porte comme si ce n'était rien, en fracassant le verrou avec une masse.
Je crus d'abord que c'était la police, parce qu'ils s'entassèrent armes à feu au bout du bras en hurlant « Allongez-vous au sol !» Mais à la manière dont ils se parlaient pendant que mon visage faisait face au lino, je compris qu'ils étaient en fait des braqueurs. Mais que faisaient-ils dans mon appartement? Ma première pensée fut « Mon Dieu, Hector, tu marches sur les pieds de qui maintenant ?» Mais l'un des gars me coupa dans ma pensée en me demandant « Il est où? Il est où ?» Alors je répondis « De quoi ?» Mais cela les énerva. Je reçus une rafale de coups de pied et je me roulai en position fétale. Puis ils demandèrent à nouveau. Je ne pouvais rien leur dire d'autre, alors je dis simplement « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a 20 $ dans mon portefeuille, c'est tout ce que j'ai sur moi. » Cette offre les agaça, et ils me frappèrent encore avant de fouiller l'appartement, comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils le retournèrent complètement. Et quand je dis « retourner », je veux dire vraiment saccager. Ils cassèrent délibérément des choses, en démontant les tiroirs et en les jetant sur d'autres choses. C'était juste de la destruction, dans tous les sens du terme. Et c'est à ce moment-là que j'eus le temps d'observer quelques-uns des gars. Ils étaient tous amochés, ou avaient des trucs sur le visage. Ils étaient habillés tout en noir, portaient des gants, la totale. C'étaient des braqueurs professionnels. Ils volaient probablement des dealers de drogue pour gagner leur vie. Mais Hector n'était pas un dealer. Enfin, je pense que je l'aurais remarqué. J'avais vu beaucoup de guitares et d'amplis cassés dans l'appartement. Mais pas tant de piles de coke ou d'argent. Et alors qu'ils étaient sur le point de le penser, l'un d'entre le dit « T'es sûr que c'est le bon appartement, mec ?» Je sais pas, il m'a juste dit qu'il le gardait derrière la baignoire des fois. Mais il y a qu'une douche ici. Je sentis une vague de soulagement me traverser le corps. Ils s'étaient trompés d'endroit. Alors ils allaient juste partir, n'est-ce pas? Peut-être prendre mon portable pour que je n'appelle pas la police. Alors je leur dis que mon portable était sur la table, à côté de mon assiette. Et que je n'appellerais pas la police s'ils partaient. Peut-être pas la meilleure idée. Mais c'est fou comme on devient zen au sujet des possessions matérielles quand quelqu'un tient un Glock dans sa main. Les braqueurs s'arrêtèrent et se regardèrent. Et au moment même où je me dis qu'ils allaient partir, l'un d'eux dit « Je crois qu'il a vu mon visage, mec, quand on est entré. J'ai pas le choix. » L'un d'entre eux avait le flingue, et celui qui voulait me tuer essaya de le prendre des mains de celui qui l'avait. Mais ce dernier ne voulait pas le lâcher. C'était le signal pour commencer à me salir en les suppliant de me laisser vivre. Je n'étais pas très fière, et me faire dessus n'était pas métaphorique. Mais c'est comme ça. Ils se disputaient ma mort, je les suppliais de ne pas me tuer, mais c'était juste le chaos. Ils hurlaient et j'étais étonnée que personne n'ait encore appelé la police. Mais boum, la porte de l'immeuble claqua et j'entendis une voix très familière monter les escaliers. Je ne vais même pas raconter ce que disait Hector. Je serai supprimée et éliminée d'internet quelques secondes seulement après avoir publié. Disons simplement que quelqu'un avait annulé sa tournée au bout de 3 jours et qu'il était furieux. Les traitant de tous les noms, râlant et délirant alors qu'ils montaient violemment les escaliers et entraient dans l'appartement, les braqueurs et moi étions figés par l'anticipation. Alors au moment où Hector s'apprêta à entrer dans l'appartement, il dit quelque chose comme « Hé, j'ai ton argent, espèce de gros pleurnicheur. Qu'est-ce que… » Le gars pointa son arme sur Hector alors qu'il pénétrait dans l'appartement. Observant la destruction dans laquelle il venait d'entrer, Hector cria « Mais vous êtes qui ?» Le gars armé cria « Toi, t'es qui ?» Hector était déjà loin à ce moment-là. Il bavait, et on aurait dit que l'un de ses yeux allait sortir de son orbite. « Je vis ici !» Puis je vous jure, j'observais Hector se transformer en Jason Bourne, sous et légèrement en surpoids. Il fit glisser son sac à dos de ses épaules et le jeta sur le tueur. Loupa sa cible, mais le temps qu'il se réorganise, Hector tacla le gars sur le tapis et commença à lui hurler dessus. Les 2 autres gars se joignirent à eux, et je me dis « Mon Dieu, quelqu'un va prendre une balle !» Mais tout à coup, Hector se releva et envoya des coups de poing aux 2 gars jusqu'à retourner au sol. Immédiatement, les 2 gars commencèrent à reculer, les mains en l'air, alors qu'Hector tenait l'arme qui avait failli le tuer, en hurlant aux 2 gars de reculer. Son visage saignait, et il était complètement bourré. Mais il était là et il venait de gagner une putain de bataille contre 3 gars, dont un armé. Il s'assit alors sur le dos du tireur KO, dit aux autres gars de sortir de son appartement et me demanda d'appeler les urgences. C'est seulement lorsque la police arriva pour arrêter le gars qu'Hector avait retenu qu'il réalisa qu'il avait été poignardé à l'épaule. Ce soir-là, alors qu'il se faisait recoudre à l'hôpital, je triais toutes les choses cassées ou non, balayais le verre et la céramique brisée et essayais dans l'ensemble de remettre de l'ordre dans l'appartement. Il rentra vers 1h du matin, toujours saoul,
même après que le médecin lui dise de ne pas boire avec ses antidouleurs, et commença directement à se plaindre du braquage. Je continuais simplement à nettoyer, m'arrêtant uniquement pour dire quelque chose de profondément sincère. « Hector, mec, je voulais juste te dire que je crois que tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, mec. Je voulais juste te remercier. » Je sentis ma gorge se serrer en le disant, un peu comme elle le fait maintenant alors que je l'écris. Hector leva les yeux vers moi avec ce regard qui donnait presque l'impression que je l'avais touché. Jusqu'à ce qu'il réponde « Je m'en fous, t'aurais pu intervenir à n'importe quel moment. » Ah, je m'en fichais. Je connaissais suffisamment Hector pour savoir qu'il n'était pas tout à fait en contact avec ses sentiments. Mais alors que la dose inconfortable d'émotion qu'il y avait dans l'air était si haute qu'il voulut quitter la pièce, il se retourna pour dire « T'as vu la tête de ces gars, n'empêche ? C'était hilarant, mec !» Puis il repartit vers sa chambre, riant avec ce rire d'enfant malfaisant qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui. Voyez-vous, pendant à peine plus d'1 an, j'ai partagé un appartement avec le plus gros idiot du monde, et je dois ma vie à cet idiot. S'il te plaît, New York, ne change jamais. Après avoir déménagé à Londres, mon colocataire essaya légitimement de me tuer. Je crois qu'il était simplement heureux que j'emménage pour couvrir tout le loyer qu'il ne payait pas. Et après un certain temps, de petites disputes à propos de ménage et de la gestion de l'argent devinrent plutôt dangereuses, et je fus obligée de trouver un nouveau logement. J'en trouvai un, mais je devais attendre 2 semaines avant de pouvoir emménager. Et bien que ce ne fût pas la meilleure décision, j'attendis la dernière minute pour prévenir mon colocataire, parce qu'il pouvait bien aller se faire foutre. Et au lieu d'attendre la veille, je finis par lâcher le morceau pendant une dispute, 1 semaine avant mon déménagement. Il commença à jouer la victime, en me disant que je le condamnais à devenir un sans-abri. Mais si ce n'était pas pour son attitude de gros snob concernant le travail, j'aurais peut-être eu un peu plus d'empathie pour lui. On fumait tous les deux dans l'appartement. Alors le lendemain de notre dispute, je me réveillai, me retournai et attrapai mes cigarettes pour m'en griller une avant de commencer la journée. Pas l'habitude dont je suis le plus fier, je l'avoue, mais fumer dans ma chambre restait mieux que lui faire face dès le matin. Je glissai la cigarette entre mes lèvres, attrapai mon briquet, mais la foutue pierre à feu sur le truc pourri était pétée. J'essayais encore et encore, mais non, elle était foutue. Alors je sortis du lit, marchai vers la cuisine, toujours désespérément à la recherche d'un briquet. Puis soudainement, alors que je flânais dans la cuisine, une puanteur absolue de gaz m'atteignit. Et sous le ronflement du trafic dehors, j'entendis du gaz s'échapper de la gazinière. Ce foutu psychopathe avait allumé tous les feux de cuisine, sachant que j'allumerais ma clope, faisant alors exploser l'appartement dans le ciel. Je m'empressai de les éteindre, d'ouvrir toutes les fenêtres de l'appartement, courus en bas et appelai les pompiers. Mon colocataire fut interrogé avec prudence, mais parce qu'elle n'avait aucune preuve, la police fut obligée de le libérer. Le propriétaire fut bien plus compréhensif, et nous passâmes un accord pour le retirer du bail en attendant que les serrures soient changées. Apparemment, il essayait de se débarrasser de lui depuis un petit moment déjà. Alors je finis par rester à l'appartement. Ma seule crainte était mon ancien colocataire. Mais puisqu'il était suspecté de ce qu'ils appelaient sûrement un accident, je pense qu'il craignait trop de suivre l'affaire et d'essayer de se venger. Pourtant, cela m'a perturbée pendant un moment, de penser que quelqu'un pouvait être aussi vindicatif alors que je voulais juste déménager. Faites-vous des recherches sur les gens avec qui vous allez vivre ? Vous savez, cela pourrait bien vous sauver la vie.